Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir en compagnie d'un écrivain pour lequel nous avons, j'allais dire, beaucoup d'estime. Je crois que c'est en dessous du sentiment que nous ressentons. Nous avons une immense admiration pour Anthony Doerr, dont je partage aussi la coupe de cheveux, vous voyez, comme quoi l'admiration n'a vraiment aucune frontière. Et pour dire l'admiration qu'on a pour Anthony Doerr, on va bien entendu parler de ce formidable, inégalable dernier roman, hein, La Cité des oiseaux, des nuages et des oiseaux, traduit par Marina Borasso aux éditions Albin Michel. Euh, et c'est Dominique Chevalier, ma complice des soirées anglo-saxonnes à la librairie qui assurera la traduction des propos d'Anthony, et ça aussi c'est une sacrée chance de l'avoir parmi nous. Voilà, alors c'est une soirée qu'on a placée un peu en préquel de l'événement que vous attendez tous depuis 4 ans, le Festival America, qui aura lieu la semaine prochaine. Et je dois dire que c'est un tremplin absolument idéal pour aborder cette période à la fois excitante et pleine d'inconnus, hein, vers laquelle on s'avance, même si tout semble prévu d'avance, parce que ce livre aborde finalement toutes les thématiques que nous avons inscrites au tableau du Festival America de cette année. Il aborde toutes ces questions qui sont celles qui nous taraudent aujourd'hui, la question de quelle est notre place dans le monde, comment nous comportons-nous à l'égard d'un monde qui nous a vu naître et que finalement on met dans une position périlleuse. Voilà, c'est toutes ces questions qui traversent ce livre, mais bien entendu, l'art de la fiction, et nous en parlerons, donne à ce livre un éclat tout à fait particulier. Alors, dans la carrière d'Anthony Doerr, il y a eu 2 moments. Il y a eu ses débuts en littérature, et puis il y a eu un moment fracassant en 2015, lorsqu'a paru ce roman comme une déflagration, toutes les lumières que nous ne pouvons voir, prix Pulitzer, succès mondial, traduit en 40 langues, là aussi dans la traduction de Marina Borasso et déjà chez Albin Michel, livre qui est en cours d'adaptation sur Netflix, peut-être même le tournage est-il terminé, je ne sais pas, mais ce roman ne doit pas occulter les autres livres, les 3 livres précédents qui portaient déjà en eux, je crois, à la fois l'originalité de cet écrivain, mais aussi son incroyable profondeur. Je veux citer en 2003 Le nom des coquillages, un premier recueil de nouvelles qui nous avait fait chavirer, à propos de Grace, son premier roman, et Le mur de la mémoire, un autre recueil de nouvelles. Voilà, c'était déjà 3 livres et on sentait dans ces livres quelque chose qui allait exploser, non pas éclore, mais exploser. Et je crois que nous avons été tout à fait lucides lorsque a paru ce roman en 2015. Et je dois dire que ça valait vraiment la peine d'attendre. Parce que ce roman-là, il surpasse tout ce qu'il a écrit avant. Il en est comme l'aboutissement, et je crois que ça n'est finalement qu'une étape dans un projet d'écriture qui va aller, s'il continue à ce rythme, bien, bien loin. Alors, je voudrais parler de ce livre en posant une première question. Une question qui va camper le décor. Comment un écrivain réussit-il à conclure en 2146 une histoire qui débute au 1er siècle de notre ère? Comment parvient-il à faire se croiser dans l'épaisseur du roman, par-delà le temps et l'espace, Action, un berger imaginé par Antoine Diogène, écrivain bien réel, mais un texte qui, lui, est le fruit de l'imagination de l'écrivain, une jeune femme, Anna, qui va voir son monde s'effondrer totalement lorsque le sultan et son armée décident de faire tomber Constantinople en 1453. Et puis il y a aussi Homère, un adolescent au visage disgracieux, enrôlé de force dans cette armée prodigieuse du sultan, parce que ces 2 bœufs, qui s'appellent Arbre et Clair de Lune, sont des bêtes qui viendront servir ce projet de conquête qui est celle de Mehmed II. Mais il y a aussi Zénonitis, un vétéran de la guerre de Corée, qui soigne ses blessures secrètes en étudiant le grec ancien. Et puis il y a Seymour,
un garçon mal dans sa peau qui bascule dans l'écoterrorisme. Et enfin, il y a Constance, une gamine cloîtrée dans la capsule d'un vaisseau spatial qui se dirige vers une exoplanète où pourrait peut-être renaître l'humanité. Alors quand on annonce ça, même lui, il se dit « mais c'est dingue ce truc !» Alors Anthony, Merci Pascal. comment Merci Dominique. conduit-on un attelage pareil? Comment arrive-t-on à faire se réunir des fils narratifs aussi différents? Okay, get ready. This is going to be a long answer. Bon, ça va être une réponse Thank longue. you. Thank you for all the kind words, Pascal. And thank you Merci so pour much. ces mots gentils et merci à vous. Thanks so much to all of you for coming out and participating and supporting your local bookstore. Et de soutenir votre librairie. 1000 pages. Bravo. Okay, so there are many French origins to the story. As many of you know, All the Light We Cannot See was set primarily, maybe 60% of the book is set in Saint-Malo. Il y a beaucoup de fils français à cette histoire. Comme vous le savez, le livre précédent se passait, au moins 60% du livre se passe à Saint-Malo. And as I'm sure all of you know, there's maybe 2 kilometers, I think it's like 1.8 kilometers of old medieval walls that had to be rebuilt after the war around Saint-Malo. Et donc, entourant Saint-Malo, il y a des remparts de 1,8 km à 2 km qui sont médiévaux et qui ont été reconstruits après la guerre. And I'm sure all of you probably know, Hitler had this insane, crazy project to build something called the Atlantic Wall. Saint-Malo was a tiny piece of it. You know, it's almost 3,000 kilometers of concrete fortifications, primarily built with slave labor that he was trying to build to prevent an invasion from the Atlantic. Et comme vous le savez sans doute, Hitler avait imaginé cette folie d'un mur de l'Atlantique qui était censément un mur en béton de plus de 3000 km, dont Saint-Malo était une petite partie, et qui était censé prévenir l'invasion de tous ceux qui étaient contre lui. Not every text, but many of the texts that I would read about the history of walls and the Atlantic Wall would mention the walls of Constantinople as the preeminent example of defensive walls in the history of humankind. Et tous les livres que je lisais à propos de murs et de murailles, quand j'écrivais ce livre, faisaient allusion aux murs de Constantinople, aux remparts de Constantinople, comme étant l'exemple absolu de fortification défensive. I'm not sure about in French schools, but in our school in the United States, you know, we would be studying Western history and we'd get around the fall of Rome, and then the teacher would take a drink of water, and then suddenly we're at the Renaissance. Alors, je ne sais pas comment se passent les cours d'histoire dans les écoles françaises, mais en tout cas, chez nous, en Amérique, on arrivait qu'à un cas à la chute de Rome, et puis à ce moment-là, le professeur prenait une grande gorgée d'eau, et on arrivait à la Renaissance. And so I love to use, my job is so wonderful because I get to learn all the time. And I'm sure many of you are curious people, that's why you're at a bookstore event tonight. So I love to use my work as a way to rectify my ignorance about so many things. Et alors j'adore mon boulot parce que évidemment j'apprends tout le temps. Vous devez être des gens curieux puisque vous venez à un événement organisé par votre librairie et j'utilise mon écriture aussi pour être un peu moins ignorant. And so I printed out a 15th century drawing of the walls of Constantinople in 2014 as I was finishing the edits to All the Light We Cannot See as something I thought I might want to learn some more about. Et donc, j'ai imprimé un dessin qui remonte au XVe siècle, des murs de Constantinople. Et je l'avais devant moi en 2014, quand j'étais en train de finir donc, le livre précédent. Et c'était quelque chose dont je me suis dit que j'allais peut-être le réutiliser plus tard. Then in 2015, 2015, as Pascal mentioned, there's this whole storm of activity and attention around All the Light We Cannot See. And we were in Paris, actually, when we won the Pulitzer Prize. That was the first day that I started writing. I was like, oh, I have free time today. I'm going to start writing on a new project. And then that evening, we won this prize, this big prize.
Et donc après, comme l'a dit Pascal, il y a eu toute cette activité autour de 2015. J'étais d'ailleurs à Paris quand le soir où on a appris qu'on avait obtenu le prix Pulitzer. Et ce matin-là, je n'avais rien de particulier à faire. Et c'est ce matin-là que j'ai commencé à travailler sur mon prochain projet, celui-ci. Which was wonderful, of course, but it took me a little longer. So we finally get back to the United States. It's about maybe October, November of 2015 that I really start having time to begin writing again. And there is a presidential candidate for president going around the country leading crowds in chants of build that wall. Alors, donc, retour aux États-Unis, et puis vers octobre-novembre, je peux enfin commencer à me mettre à écrire ce nouveau projet. Et pendant ce temps-là, il y avait une campagne électorale et un certain candidat à l'élection présidentielle qui traversait tous les États-Unis au cri de « construisez ce mur, construisez ce mur ». So that's when I thought, there's something here. There's something that humans, at times of anxiety, we like simple stories. And there's something about us and them and walls. There's something about strong men or fascists or totalitarians that are drawn to this idea of let's erect a barrier between us and them. Et je me suis dit que dans les moments de grande angoisse, les hommes ont besoin d'idées simples. Alors, eux et nous. Et ce sont les totalitaires ou les tyrans qui, tout d'un coup, ont cette idée de construisons un mur entre eux et nous. But the lesson of every one of my favorite books, especially novels, but also poetry collections and short story collections, is always that the truth is more complicated than I originally thought. Sauf que, et tous les romans nous le disent, mais aussi la poésie, les choses sont plus compliquées qu'on ne le pense à l'origine. So I started to think about walls and books and how are books a technology in a sense that travels through walls? All the Light We Cannot See was a story about a new technology, radio, that could pass using invisible light through walls. Et alors je me suis demandé, mais les livres et les murs, et comment est-ce que les livres font pour traverser les murs? Déjà, toute la lumière que nous ne pouvons voir parle d'une nouvelle technologie qui est la radio, qui permet finalement de traverser les murs. And books really are, in so many ways, a technology that dismantles or travels through walls. Et les livres sont donc une technologie qui démonte et qui traverse les murs. Primarily the walls of our own heads. Pour commencer, les murs de nos propres têtes. You know, but through our imagination, we leave the confines of our own experience and we enter the lives and the feelings and the thoughts and the experiences of others. Voilà, à travers notre imagination, nous quittons notre propre petit cerveau et nous pénétrons dans celle des personnages qui sont donnés dans les livres. So I start. This is a very long answer. My apologies. Je suis désolé. The idea of the walls of Constantinople, they allowed the city, the Byzantine Empire, to accumulate wealth in insane levels, like timber, amber, slaves, spices. Alors, les remparts de Constantinople ont déjà, pour commencer, permis à la ville d'accumuler les richesses, le bois, l'ambre, les esclaves, les épices. But books were an example of the wealth that accumulated inside the city in monastic libraries, imperial libraries, and in private libraries. There were also private libraries inside the city. Les livres étaient une preuve de cette richesse, comme on la voyait dans les bibliothèques des monastères, les bibliothèques impériales, mais aussi les bibliothèques particulières. And the walls stood unbreached, unsuccessfully breached by 23 sieges for 1,100 years around Constantinople. Et pendant 1100 ans, il y a eu plus de 23 sièges de Constantinople et les remparts n'ont pas été pris. So as the last copies, sometimes the last copies of books were decaying in other places in Europe or in North Africa, the last copies of Aeschylus's plays or the last written copies of Sophocles' plays or of Sappho's poems, these copies were preserved and recopied every couple of hundred years by monks inside the walls of Constantinople. Et tandis que les écrits allaient pourrissant dans le reste de l'Europe, je veux dire les écrits de Sophocle, les écrits de Sappho, etc., eh bien, ils étaient conservés et puis réécrits à peu près tous les 200 ans par des moines à l'intérieur des murs de Constantinople.
until a new technology arrives, just like radio arrives in the 20th century and the Germans recognize, oh, there's something powerful about this new technology. The Ottomans, the Arabs understood there was something extremely powerful about this new technology of gunpowder. Et de même que la radio est arrivée, cette nouvelle technologie dont les Allemands se sont dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant, de même, les Ottomans se sont saisis de cette nouvelle technologie qui était la poudre. So as the Arab intellectual world starts seeking all these copies of these, people start turning to the past for wisdom and for information and for philosophical thought, for geography, for medicine. As people start turning that in both the Arab and European intellectual worlds, the walls of Constantinople are falling down and these old manuscripts are spilling back out just as the printing press is about to arrive. Et donc, alors que tous les intellectuels se tournent vers ces livres pour la géographie, pour la médecine, etc., eh bien, les murs de Constantinople s'écroulent et ces livres repartent dans toutes les directions. Then the printing press is just about juste avant que soit inventée l'imprimerie. Oui. Juste au moment où l'imprimerie s'invente. Oui. So in the beginning, so 2/5 of this novel are set in the 15th century. At 1453 is when this young sultan, it's always young people who recognize the power of a new technology. Oui. Alors donc les 2/5 du livre se passent en 1453, là où un jeune sultan, c'est toujours les jeunes qui reconnaissent la puissance de ces nouvelles technologies. He was 19 years old. Il avait 19 ans. And he makes these enormous cannons and wheels them to the walls of Constantinople. Donc il fabrique ces énormes canons, il les fait transporter sur des roues jusqu'au pied des murs de Constantinople. So I started the novel, really it started with two characters, a boy who's helping these oxen drag one of these enormously heavy cannons to the walls. Donc j'ai situé deux personnages, un jeune garçon qui avec ses deux bœufs qui tire ces énormes canons auprès du mur. And a girl inside the walls who has found what might be the very last copy of a very old book. Et une jeune fille à l'intérieur des murs de Constantinople qui a peut-être trouvé ce qui est le dernier exemplaire d'un très ancien livre. I thought I would explore ideas of stewardship, of guardianship, of what it means to save something old and protect it for future generations. Je voulais explorer l'idée de celui qui garde, celui qui protège, par exemple, un livre pour les générations futures. And so soon, maybe a few months into this project of just two characters, I thought the way to really dramatize the effects of somebody saving something old for a future generation is to move into the future and see if I could do that. So I invent two characters in the present, who Pascal mentioned, Zeno and Seymour. Et puis je me suis dit, le meilleur moyen de bien faire comprendre ce que ça signifie que de protéger quelque chose de très ancien pour les générations futures, c'est carrément d'y aller. Et donc j'ai créé deux personnages dans le présent, que Pascal a mentionné, Zeno et Seymour. The present, which, by the way, is a time of enormous technological upheaval right now, just like the 15th century, as many of you know. Le présent, qui, comme au XVe siècle, est un moment d'énorme transformation technologique. And I decided to really take a risk. This is the moment when you have to take a shot of whiskey or a lot of caffeine. And I decided to set a character in the future as well. Et alors, au moment où là, on se prend carrément un bon verre de whisky ou alors un express extrêmement costaud plein de caféine, j'ai carrément décidé d'avoir un personnage qui serait dans le futur. Yeah, that's when your agent and editor are like, now wait, say that again, you have a character in the future? C'est à ce moment-là que votre agent au bout du fil dit, attends, tu me redis ça un petit peu, t'as un personnage dans le futur? And so she's really the one for whom the text has to survive through the centuries. She's really the reader, Constance, for whom the text needs to survive and hopefully gives you a sense of the connections of these threads that will tie all the way from Constance back to Anna and Omir and Constantinople in 1453. Et Constance, cette jeune fille qui est dans l'avenir, c'est elle, la lectrice, pour laquelle tout ce vieux livre devait être transmis de génération en génération. Et c'est elle qui finalement rassemble tous les fils qui permettent de la relier à Homère et à Anna à l'époque de Constantinople. So that was a 22-minute answer to your Voilà, une réponse de 22 minutes. Alors là, votre agent a eu raison de vous faire confiance.
c'est qu'il sait que toutes les fictions prennent leur source dans le réel, même si c'est un tout petit peu de réel. Mais c'est toujours le réel qui conditionnera les fictions, même les plus échevelées. Ma première question, c'est, mais est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on est écrivain, d'être toujours réaliste, hein? Ou dit autrement, est-ce que la fiction a une limite? Wow. Like in the United States, the question will be like, do you write on a typewriter or with pen? Alors, aux États-Unis, les questions, ça serait vous écrivez sur une machine à écrire? I don't think so. I think every time you think you try to draw a wall, draw rules around fiction, you'll find a very inventive writer who's able to smash down those walls. Alors, je ne crois pas. Je crois que si on essaye de construire des murs ou de tracer des limites à la fiction, par exemple, eh bien, il y aura toujours un écrivain particulièrement inventif qui saura les faire tomber. For a bookstore owner, like Francis, for a manager of this store, it's very useful to have categories, to have genres, to talk about fiction. Alors évidemment, quand on est propriétaire d'une librairie ou quand on dirige une librairie, c'est très utile d'avoir des catégories et d'avoir des genres. You know where to put literature d'imaginaire, you know where to put these things on the shelves. On sait où organiser et où mettre les livres sur les étagères. But for a writer, I never think in those terms. Mais moi, en tant qu'écrivain, je pense jamais en ces termes, en termes de genre. I never think, this morning I will write science fiction, and this afternoon I will write historical fiction. Oui, donc je ne me dis pas ce matin je vais écrire de la science-fiction et cet après-midi je m'attaquerai au roman historique. Ultimately, you're just trying to solve the puzzles of your characters. What is in their hearts? What do they care about? What scares them? And it doesn't matter if they live in the future or if they live 500 years ago. Au fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de résoudre l'énigme de ses propres personnages. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ont au fond du cœur, qu'est-ce qui leur fait peur. Peu importe qu'ils soient au XVe siècle ou au XXIe. You must assume a fundamental commonality in humans across space and time. Il faut présumer qu'il y a quelque chose de commun à tous les hommes au travers du temps et de l'espace. And that ultimately is the boundary that fiction is able to cross. I think, in this novel, I try to ask some questions about climate change and the biodiversity crisis. Et finalement, c'est là que la fiction, justement, traverse les barrières. Par exemple, dans ce livre, j'ai voulu parler du changement climatique et de la biodiversité. But the usual strategy to get people motivated to think about, say, climate change is to say, in Paris this summer, the temperatures were warmer than all the previous summers, I think, except for one. Mais la manière habituelle dont on s'y prend pour parler du changement climatique, c'est de dire à Paris, cet été, les températures ont été les plus chaudes jamais enregistrées, sauf une fois. But a storyteller gets to try things in a totally different direction. Mais quelqu'un qui raconte une histoire, il s'y prend de manière complètement différente. You get to just attach a reader's imagination, their mind and heart to one person. And through the experience of one person, ironically, the individual, you tunnel towards the universal. Et on s'attache à un personnage, on fait fonctionner l'imagination du lecteur qui s'attache à un personnage, et c'est à travers un personnage qu'on arrive à l'universel. Does that make sense? It's like you Est-ce que ça fait sens? Ben oui. You reach for the stars by describing the broken glass on the pavement. Voilà. On décrit l'éclat de verre brisé sur le trottoir, et ce qu'on cherche, c'est à atteindre les étoiles. Yeah. Often young writers of whatever age, but beginning writers, want to write about love or heartbreak or sorrow, but they just write like she was sad. Oui, souvent les jeunes écrivains, en tout cas les écrivains débutants, veulent parler d'amour, de chagrin, de cœur brisé, et puis ils écrivent « elle était triste ». But the job of a novelist is to describe the moment-by-moment detail of what Madame Bovary feels when she is sad as that one idiosyncratic person in the whole history of the universe.
Mais le travail de l'écrivain, du romancier, c'est d'expliquer détail après détail, moment après moment, ce que Emma Bovary a dans le cœur quand elle est triste. And ironically, that is what transcends all the decades of time between us and Emma Bovary. Et c'est cela, ironiquement, qui fait traverser toutes les périodes de temps entre Emma Bovary et nous. Et qui traverse le temps ? Le livre, ce petit in-folio que l'humidité a abîmé, qui a failli disparaître et qui va survivre d'une façon tout à fait imprévue. Il va survivre pour deux raisons. Parce que une jeune femme aura appris une langue qui sera la clé, l'une des clés du livre, qui est le grec. Et en apprenant le grec, elle nourrira le projet de transmettre ce livre, de le garder. Ça, c'est vraiment une des clés du livre. Ce livre, c'est l'un des personnages du roman. Il y en a plusieurs. Je dirais que tout est personnage. La ville, Constantinople est personnage, la nef spatiale est personnage. Tout est personnage dans ce livre, ce qui est assez prodigieux et ce que je crois... ce que je n'avais jamais rencontré jusqu'à présent à ce point-là, dans un projet aussi abouti. Est-ce que c'était pour vous l'un des paris du livre que de faire vivre chaque détail que vous mettiez en scène ? Oui, merci Pascal. Le nom de coquillage was the French title of my very first book. Donc c'était le titre de mon premier roman, de mon premier livre. My publisher in the United States is Scribner. They published Fitzgerald and Hemingway. Alors c'est Scribner, mon éditeur aux États-Unis, et ils ont publié Hemingway et Fitzgerald. So I'm 26 years old, and you find out your book is going to be published by this publisher. Alors, vous avez 26 ans et vous apprenez que c'est cet éditeur-là qui va vous éditer. And my first event was in my hometown. We live in this little, a big state, but not very many people, called Idaho in the mountains. But my second event was in New York City. Et alors, la première fois que j'ai fait une réunion publique, c'était dans ma petite ville d'un grand État où il n'y a pas beaucoup de population, qui est l'Idaho. Mais la deuxième réunion, c'était à New York. And you think, I've done it. Like I've achieved my dreams. I've made my dreams. And it's at this Barnes & Noble, a big chain store that is not, it's sort of friendly to independent bookstores, but could be more friendly. Alors ça se passait. Alors on se dit, ah ça y est, je suis arrivé, mon rêve est arrivé, mon rêve est advenu. Ça se passait chez Barnes & Noble, qui est une grande chaîne qui est plus ou moins amie avec les librairies indépendantes. Elle pourrait l'être davantage. And my event was on the 5th floor, étage. C'était donc au 5e ou au 4e étage en l'occurrence. And so I'm taking the escalator up to my event, and I'm like, oh, I'm being published by this amazing publisher. And there's books, just thousands and thousands of books all around me as I go up the escalators. Alors donc j'emprunte l'escalator parce que ça se passait au 4e étage et je me dis oh là là, c'est cet éditeur-là qui me publie, c'est quand même formidable. Et je suis entourée, il y a des livres partout pendant que je monte à l'escalator. And you start to think, oh wait, there's lots of books in the world besides my book. Et on s'arrête puis on se dit oula, attention, mais il y a beaucoup de livres en plus du mien dans le monde. And then I get there, and there's maybe, I don't know, 20 chairs. I think 8 are full. There's my wife and a few friends from college. Et alors bon, j'arrive à l'endroit prévu, il y a une vingtaine de chaises qui sont préparées, il y en a 8 qui sont occupées, ma femme, des amis d'université. And I remember thinking, thank you for coming and recognizing that I wrote something. And I vowed to myself that if somebody was generous enough to spend hours of her life with something you made, I would make it as carefully as I possibly could. Et donc, je pensais vraiment merci d'être venu. Et je me suis dit, si quelqu'un pouvait passer plusieurs heures de sa vie à lire ce que j'avais écrit, alors il fallait que j'écrive le mieux que je pouvais.
So that's why these things take me so long. I think I'm afraid to disappoint somebody. Alors je crois que c'est pour ça que ça me prend tant de temps. Je crois que j'ai peur de décevoir. But I want to make sure that everything in there, as a human, you're always going to make mistakes. Alors bon, en tant qu'être humain, on fait toujours des erreurs. And, I'm not like James Patterson. I don't have like a room full of people helping me write books. Et contrairement à James Patterson, j'ai pas une pièce entière de gens qui m'aident à écrire. So I'm just determined to see if I can get the historical detail right, if I can make sure, with the help of my wife, who's my first reader, make sure each of the characters behaves plausibly. Alors c'est pour ça que, comme je suis tout seul, eh bien je veux que chacun des détails historiques soit exact, que avec l'aide de ma femme qui est ma première lectrice, mes personnages aient des réactions plausibles. And in a book like this, where I'm asking the reader to keep really 5 plates spinning in her head, does that metaphor make sense? Yeah. Et dans un livre où je demande au lecteur d'avoir 5 assiettes qui tournent en même temps au-dessus de sa tête, I want to make sure that because I'm asking such a big effort, especially at the beginning, because you have to kind of get to know each of the 5 plates, I want to make sure that I'm as generous as I can be in the text to say, trust me, this will work if you stick with it. Et comme je sais que c'est tout de même difficile, surtout au début, parce qu'il faut apprendre à les connaître, chacune de ces 5 assiettes, eh bien, je veux être le plus généreux possible et dire, eh bien, faites-moi confiance. Si vous avez le courage d'aller un peu plus loin, vous verrez, ça va prendre. Alors, il y aurait peut-être un aspect qu'on pourrait qualifier de secondaire, tant l'histoire est prenante, mais que je crois absolument déterminante dans votre livre. Ce sont les personnages, ce sont leur épaisseur humaine, et c'est surtout ce qui les rassemble. Pendant un moment très significatif du livre, tous ces personnages sont des enfants ou des adolescents qui ont en commun d'avoir eu une enfance compliquée, je ne rentre pas dans les détails, avec des pertes lourdes. Ce sont des enfants qui perdent beaucoup. Leur monde s'effondre ou leurs parents disparaissent. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses qui est de l'ordre du rapport à la précarité de la vie. Il y a quelque chose qui va néanmoins les sauver tous à un moment donné de leur vie. C'est ce livre complètement farfelu. Cette histoire parfaitement, incongrue, qui va comme saupoudrer dans leur existence cette magie, cette petite poudre magique qui va leur permettre de survivre. Et voilà. Et moi, j'ai été très ému par ces personnages, en fait. À la fin du livre, lorsque j'ai repris mon souffle, je me suis finalement retourné sur l'émotion ressentie, transmise par chacun de ces personnages. Est-ce qu'on peut écrire une bonne histoire s'il n'y a pas cet attachement aux personnages ? Merci. Okay, this will be a long Je ne suis pas answer. payé pour ça. Hein. Ça va être à nouveau une réponse longue. A severed life is an impoverished life, as we all learned during the pandemic. Une vie coupée, brisée, c'est une vie qui souffre, comme on l'a tous appris pendant la pandémie. What I wanted to try to do with this book is start with these 5 characters that you don't see how they're attached. You might begin to attach yourself to them, but you can't quite imagine how they might possibly be attached to each other, all 5. Alors, avec mes 5 personnages, le lecteur peut éventuellement s'attacher à chacun d'entre eux, mais au départ, on ne comprend pas ce qui les attache les uns aux autres. And then hopefully as you turn pages, you begin to get a little sense in your imagination of these little filaments that are connecting these 5 characters. Et avec un peu de chance, par votre imagination, petit à petit et au fil des pages, vous arrivez à comprendre ces petits filaments qui font qu'ils sont reliés les uns aux autres.
Because like here's the important thing that hopefully ties in with the festival that's coming. Everything in our contemporary world is connected to everything else. Parce que au fond, dans notre monde, tout est connecté à tout, le reste. I'll just give a couple examples from science that have happened while I was working on this book. Juste 2 exemples de scientifiques qui se sont produits pendant que j'étais en train d'écrire le livre. An easy one that you may have heard of or may know about, I'm sure many of you know, is that when we were kids, the metaphor of forests was that trees competed with one another for resources. Eh bien, par exemple, quand nous étions enfants, nous apprenions que les forêts étaient en compétition l'une par rapport à l'autre pour survivre. It was a very capitalist metaphor, like the big trees win and they block out the light for the little trees. Voilà. C'était une métaphore tout à fait capitalistique. Hein. Les grands arbres empêchaient les petits arbres d'atteindre à la lumière. But amazingly, we've learned in the past decade or a little more that trees are very cooperative. They send messages and divert nutrients to one another. Mais dans la dernière décennie, nous avons appris qu'au contraire, les arbres étaient extrêmement coopératifs et qu'ils envoyaient par exemple de la nourriture les uns aux autres, les uns vers les autres. Is that familiar to many of you? Wait. Yes. Also, in our guts, there's this massive seething amount of creatures, these microbes that live inside of us. Oui, et alors dans notre intestin, parlons pas de ce nombre extraordinaire de... C'est les microbiotes, c'est ça? Oui, trillions. Alors, on parle de milliards. There are more microbial cells, this is a challenge for a translator, more microbial cells in your body than there are human cells. Alors il y a plus de cellules microbiotes dans chaque corps humain qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. And we don't really fully understand how they all intercorrelate and how they will operate. We know they help with our digestive health, but they think we also help us control our weight. And some people think they also control our mental health as well. Bon, et on ne sait pas exactement ce qu'ils font. On sait qu'ils aident à notre digestion. On pense qu'ils aident à notre poids par rapport à notre poids. Et on pense peut-être même qu'ils aident notre cerveau. And the biggest example I can think of is the Gulf Stream. Have you heard of the Gulf Stream? There's this enormous current of water. It's 100 times more powerful than the Amazon River. Bon, alors, un autre exemple, le Gulf Stream, qui est donc 100 fois plus puissant que l'Amazon, que le fleuve Amazon. And it's, moves up the East Coast, and East Coast of the United States. It keeps weather stable in places as far away as London and Miami. Et il garde évidemment une stabilité à la météo de la côte est des États-Unis à Londres, à Miami. And it has been stable for centuries, and in the past 10 years, it's slowing down rather suddenly. And we think it's because all this fresh water is pouring off of Greenland, and here's a challenge, disrupting density differences in the ocean. Et il est en train, très très rapidement, ces dernières années, de se ralentir. Et on pense que c'est l'afflux d'eau douce venue du Groenland, essentiellement, qui change la densité de l'eau. Oui. So the weather in Tampa, the weather in Paris, the weather in Miami and London, all connected to Greenland, which is all connected to how we heat our homes, how we move things around the planet. The stuff inside of our guts is connected to what we eat and how we grow it. The trees are in Vincennes and this amazing forest are all connected to each other. The mustard that you are trying to buy is connected to Saskatchewan and heat. Donc pour parler de connexion, la météo à Tampa est reliée à celle de Londres et reliée à celle de Miami. I said the weather, then there's the trees and the forest. Les arbres. And the microbes in our guts. Oui, tous ces microbiotes sont liés à notre digestion, donc voilà, une interconnexion de plus. Les forêts qui sont aussi interconnectées, enfin bref, tout est connecté à tout. Tout est lié à tout. Yeah, I mean, just the story of the mustard shortages. Sans parler de notre moutarde, qui nous manque et qui, elle, est liée au Saskatchewan. Yeah, Saskatchewan, Putin, it's all... Voilà. Tout ça est interconnecté. But what I'm feeling in my heart is that the things that you don't think are connected, like somebody who's going to sleep on the streets tonight, and you actually are quite connected. Et je pense que les choses dont on imagine qu'elles ne sont pas interconnectées, qu'elles ne sont pas liées, par exemple, quelqu'un qui va dormir dans la rue ce soir et nous-mêmes, eh bien, en fait, elles le sont.
connectés. And it's one thing to just tell you that into a microphone, but through story, I hope that you can begin to feel it, that you can feel that there are connections between things that don't seem obviously connected. Alors c'est une chose de vous le dire au travers d'un micro, mais si je l'écris et que je peux vous le faire sentir, vous faire sentir par la lecture, je veux vous faire sentir des choses qui ont l'air de ne pas être connectées et qui en fait le sont. So my goal was, it's so exciting that Pascal was feeling attachment to the characters, because hopefully you start to feel the way ecologists who study, say, a marsh feel, that if you pluck one thread out, all the other threads come with it. Et ça me fait tellement plaisir que Pascal ait parlé de son attachement au personnage, parce que c'est un petit peu comme quand on va dans un marais, on tire une herbe et tout le reste est connecté et vient avec. Et en parlant de connexion, il y a aussi un aspect du livre, et quand je vous dis ça, en fait, je ne vous dis pas grand-chose du bouquin, c'est ça qui est formidable. C'est qu'il y a une relation au vivant dans ce livre qui est d'une intensité folle. Il n'y a pas un seul personnage qui n'a pas une relation avec quelque chose de vivant, qui est un autre lui-même, mais qui n'est pas un humain. Cette humanité est projetée partout. Homère et ses deux bœufs, qui sont des personnages à part entière. Seymour et la chouette, qui va jouer un rôle déterminant dans sa vie. Tous ces personnages sont reliés au vivant. Et je citerai un personnage secondaire, car tous les personnages secondaires sont importants, qui est le père de Constance et qui entretient une relation fusionnelle avec sa ferme du futur, qui est une ferme hors sol dans le vaisseau spatial. Il entretient une relation qui est une relation d'une intensité absolument prodigieuse. Ce qu'il transmet à sa fille, il lui dit ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'il est là, lui aussi. Et tout ça, vous verrez, c'est complètement cinglé, ce bouquin. Aujourd'hui, c'est une conviction, on ne peut pas écrire un roman qui ne parle pas de ça et qui essaye de résoudre le problème dans lequel on s'est tous mis, qui est de s'être totalement déconnecté dans nos sociétés modernes de quelque chose qui est en train de nous échapper. D'une certaine manière, c'est une affirmation et pas une question, ce livre arrive à point nommé pour nous reconnecter au vivant. Merci, merci. In the news, it's wonderful that in the past 5 or 6 years, the news is talking about the climate a lot. It's good. C'est une bonne chose que les médias nous parlent depuis 5 ou 6 ans du climat. But there is another crisis that the Earth is undergoing thought of as the biodiversity crisis. Mais il y a une autre crise que traverse le monde, qui est celle de la biodiversité. We are losing wild creatures at an astonishing and unnatural rate. Nous perdons des créatures sauvages à une vitesse absolument incroyable. We evolved to connect with creatures and plants all around us. We have what's called biophilia. The biologist E.O. Wilson came up with this biophilia. It means to love life. Et donc, nous avons une évolution vers ce qu'on a appelé la biophilie. And I think every time you make one of those connections, you feel healthier. You feel like, oh, okay, I'm connecting. Even if it's a house plant in your house. Et donc, à chaque fois qu'on arrive à avoir cette connexion avec le vivant, eh bien, on se sent en meilleure santé, même s'il s'agit que d'une relation avec la plante qui est sur notre bureau. So since I had the opportunity to write a novel that moves through so much time, through centuries, I wanted to show that Omir and Anna back in the 15th century, they lived in a life with the skies were full of birds and their lives were full of creatures. Et comme j'ai la chance d'écrire un livre qui traverse les siècles, eh bien, je voulais montrer que, par exemple, au XVe siècle, Homère et Anna vivaient dans un monde qui était rempli d'oiseaux et rempli de créatures diverses. And then we move into the present, and there's this boy Seymour, and there's a forest behind his house. I don't think this gives too much of the story away. And this forest is taken down to build houses. Et puis on arrive dans le présent, et il y a ce garçon Seymour, et derrière chez lui il y a une belle forêt. Je ne crois pas qu'on révèle trop du livre à dire ça. Et cette forêt est détruite pour faire des constructions immobilières. And where we live is one of the fastest growing states in terms of population in the United States. Et là où j'habite, c'est un des États où la population grandit le plus vite aux États-Unis.
And the grief that Seymour feels when this forest is removed is very similar to things I have felt, where you see this change over time, where these things that were once trails through quiet, beautiful places are now houses. Et j'ai souvent ressenti ça, c'est-à-dire après des années, voir des belles pistes au milieu de lieux naturels être maintenant des maisons. But it's a novelist's job not to judge. You don't say, these are evil people who have taken down this forest and built their houses. Mais le travail du romancier n'est pas d'être un juge. Ce n'est pas à lui de dire non, mais c'est très très mal d'avoir détruit la nature et posé des maisons à la place. Because they're good people. They're following their dream of having their own little space. Parce que ces gens sont aussi des braves gens qui ont envie de construire leur propre petit espace. So once again, it's all about understanding that things are very complicated. Et encore une fois, il s'agit de comprendre que les choses sont compliquées. And then in the future, I have Constance. She lives walled, literally, by technology. Et dans le futur, j'ai Constance qui, elle, est carrément emmurée, littéralement, dans la technologie. But her father grows food aeroponically. Is that a word? That's, there's very little soil. Yeah, aeroponic. Il y a très peu, mais son père fait pousser de la nourriture, alors sous forme aéroponique, donc avec très très peu de sol, Oui. enfin de terre. But he teaches her to be connected to these plants in a way. Et d'une certaine manière, il lui apprend à se connecter à ces plantes. So I hope as the reader feels this kind of removal of all these plants and animals from the world, as the pages of the novel, you also feel that each of these humans, each of these characters has a craving for connection to the wild world. Donc, et au travers du roman, quand on voit ces populations entières d'animaux et d'oiseaux finalement se réduire, j'espère qu'on sent que chacun des personnages a cette connexion au vivant, comme vous le disiez. Alors parmi les nombreux thèmes que nous aurions pu aborder, je vais en aborder un dernier, qui est celui de la question que vous posez, et là aussi elle est, ma foi, posée dans les termes les plus riches pour nous, les lecteurs, qui pouvons ainsi nous l'approprier. C'est celle de, dans un monde où on a été très dispendieux, on a beaucoup dépensé l'énergie qui ne nous appartenait pas, la matière qui ne nous appartenait pas, est née une idée, ma foi, qui a du mal maintenant à résister aux temps qui viennent, que la technique et la technologie pouvaient nous sauver. C'est-à-dire que même si le monde est au bord du gouffre, il y aura forcément une invention qui viendra nous rattraper, nous les humains, et nous sauver. Cette question traverse le livre depuis la première des technologies, qui est donc le livre, ou peut-être même avant la roue, nécessaire pour faire cheminer le canon qui doit détruire Constantinople, jusqu'aux intelligences artificielles. Cette question ne quitte pas le livre. Pensons-nous encore décemment que la technologie, pas la science, je ne parle pas de science, la science c'est autre chose, pourra nous sauver? Vous pensez ça, vous? I will say, no, of course technology will not save us. And then on your phones, you'll get an alert like Bill Gates has invented a technology that will save us. Je vais répondre non, la technologie ne nous sauvera pas. Et vous allez trouver sur votre téléphone une alerte disant Bill Gates a inventé une technologie qui va nous sauver. I think that is a fairy tale that we tell ourselves to make ourselves feel better. Bon, c'est un conte de fées que nous nous racontons pour nous sentir mieux. Everything worthwhile in life takes work. Tout ce qui vaut la peine dans la vie demande du travail, de l'effort. But I do feel hopeful about some things. I think Putin's invasion, I was just in Germany and Hungary and Denmark and now here, Putin's invasion has unintentionally motivated Europeans to get off fossil fuels much faster than originally planned. Mais j'ai tout de même de l'espoir sur un certain nombre de sujets. Par exemple, l'invasion de Poutine en Ukraine permet à l'Europe de se détacher des énergies fossiles beaucoup plus vite qu'il n'était question avant l'invasion. At the same time, the prices of renewable fuels are so much lower than they were 10 years ago. De même, les ressources renouvelables sont maintenant tellement moins chères qu'il y a 10 ans. The narrative that we used to hear was
to get yourself off carbon-based fuel is going to be very expensive. Ce qu'on nous racontait, c'était se retirer des énergies carbonées va nous coûter extraordinairement cher. But now it doesn't feel like it's impossible, like it's a mountain that we can never Sauf climb. qu'aujourd'hui, on ne se dit plus que c'est impossible et que c'est une montagne que nous ne pourrons pas gravir. I also, so many of the characters in my last 2 books are children, Tant de personnages dans mes 2 derniers livres sont des enfants. and I feel like together with this constellation of efforts that we're going to need to work to solve this climate crisis, Et je pense qu'ensemble, au travers de cette constellation de besoins que nous allons avoir pour nous en sortir, if we can keep thinking about the children, try to remove yourself from the equation and think about what will life be like after I'm gone, si on pense aux enfants, si on essaye de se retirer un peu de l'équation et de penser aux enfants, then maybe our imagination, our ability to imagine ourselves out of the center of the universe, in a sense, si nous avons assez d'imagination pour nous imaginer, nous, ailleurs qu'au centre du monde, maybe that can save us. alors peut-être que ça pourra nous sauver. Beau projet. Alors pour le dernier moment de cet entretien, je vais appeler quelqu'un. Alors, il n'est pas éditeur chez Scribner, il est éditeur chez Albin Michel, mais c'est votre éditeur français depuis plus de 20 ans à présent. C'est Francis Geffard qui est aussi le créateur de cette librairie et voilà, notre père à tous. Francis. Merci. Tiens, merci Dominique. Je ne suis pas votre père à tous, hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est vrai que c'est toujours facile quand on voit un écrivain après 20 ans de carrière de dresser un portrait rétrospectif. Mais c'est vrai que chez Anthony Doerr, il y a toujours eu cette puissance de l'observation du monde, cette puissance du lien à la nature et des grandes interrogations finalement des personnages, des hommes et des femmes, des adultes et des enfants au sein du monde. Voilà, essayer de trouver à sa place, de donner aussi une place au monde et d'être en relation avec tout ce qui fait la vie. Je dirais que depuis son premier recueil de nouvelles, Le nom des coquillages, depuis son premier roman À propos de Grèce, ou dans son autre recueil de nouvelles, Le mur de mémoire, à chaque fois, il a apporté la preuve qu'il était un écrivain qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire quelqu'un qui porte un regard que peu d'écrivains portent sur la vie, sur le monde, sur ce qui compose la vie, sur ce qui compose le monde. Voilà, et avec toujours une certaine forme, je dirais, de vivacité dans le regard, dans l'écriture, de grande précision. Et ça, c'est quelque chose qui ne se trouve finalement pas si souvent que ça dans les livres. Et il y a 2 soirs, il y avait un événement avec des influenceurs, ou ce qu'on appelle maintenant influenceurs. Là, c'était des gens qui tiennent des blogs autour des livres et de la littérature, qui ont des comptes Instagram, des pages Facebook et autres. Et ça m'a amené ce soir-là à raconter la façon dont j'avais découvert Anthony Doerr. Ça n'est pas si lointain, ça remonte à 1999. Mais 1999 était une époque très différente de celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque Internet n'existait pas, mais j'étais abonné, moi, à un magazine que je recevais par la poste qui s'appelle The Atlantic Monthly, qui est un des très anciens magazines des États-Unis. Et pendant très longtemps, dans ce magazine, on trouvait chaque mois une nouvelle d'un écrivain qui n'était pas forcément un écrivain très, très, très connu, ou c'était même peut-être parfois quelqu'un qui n'avait pas encore publié de livre. Et l'éditeur qui s'occupait de choisir les textes qui étaient publiés donc, au nombre de 12 par an dans ce magazine prestigieux, et il était quelqu'un qui avait et qui a encore
une renommée absolument phénoménale aux États-Unis pour tous les gens qui s'intéressent à la littérature. Il s'appelle C. Michael Curtis et il a été éditeur donc, pour The Atlantic Monthly, mais il a aussi édité des anthologies, etc. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert dans un de ses numéros un texte qui s'appelait The Hunter's Wife, la femme du chasseur. Et c'est vrai que c'est une nouvelle qui était à la fois familière et étrange, qui était une nouvelle qui parlait à la fois de l'humain et du non-humain, puisque une grande partie de cette nouvelle se passe dans une forêt avec la faune, la flore et une relation entre donc un homme, une femme et ce monde naturel qui les entoure. Et c'est vrai que souvent quand on lit des textes, que l'on soit éditeur, lecteur, libraire, bibliothécaire, finalement nous avons tous la même attente. On a envie de lire quelque chose qui ne ressemble pas à tout ce qu'on a lu au préalable et on a envie d'être surpris, d'être étonné, éventuellement d'être ému, de réfléchir, de ressentir des choses que l'on n'a pas forcément ressenties jusqu'à présent. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur cet écrivain dont on ne disait pas grand-chose, si ce n'est qu'il était très jeune et qu'il était originaire de l'Idaho, un État dans le nord-ouest des États-Unis. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un fax à C. Michael Curtis à The Atlantic Monthly. Et chose extraordinaire, C. Michael Curtis m'a répondu. Et il m'a répondu en disant je crois que j'ai gardé ce fax, mais malheureusement, le papier fax ne se conserve pas très bien au fil du temps. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je chercherai ça dans mes archives. Et il me répondait en me donnant le numéro de fax d'Anthony Doerr. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en lien la première fois. Je lui ai écrit pour lui dire que j'avais été très impressionné par cette nouvelle. Je lui ai demandé s'il en avait écrit d'autres, si éventuellement il avait un livre en route. Et c'est comme ça que nous avons commencé une relation qui s'est poursuivie peut-être 1 ou 2 ans plus tard. L'agent de Tony, qui s'appelait Wendy Weil, qui était une grande agente littéraire à New York, qui malheureusement est morte déjà depuis un certain temps, m'a contacté pour me dire, voilà, je sais que vous avez été en lien avec Anthony Doerr à un moment donné, quand il a publié cette nouvelle dans The Atlantic Monthly. Est-ce que vous aimeriez voir le recueil de nouvelles où figure la femme du chasseur? Et bien entendu, j'ai dit absolument. Et voilà. Et j'ai lu ce recueil de nouvelles, où la nouvelle qui donne son titre au livre, Le nom des coquillages, est aussi une nouvelle absolument extraordinaire qui réussit à mélanger l'humain, le non-humain, tout ce qui fait finalement, tout ce qui fait la vie sur Terre et toutes les formes que prend la vie sur Terre. Il faut le rééditer, Francis, parce que là, tout le monde va le demander. On va être hyper mal pendant absolument. Des jours et des jours. Voilà, et c'est de cette façon que nous nous sommes rencontrés. Voilà, vous savez tout. Francis is a legend. He has publishes so many wonderful writers, and that act of translating. Sorry, am I going too long? Donc Francis est une légende. Hein. The act of translation, I'm also trying to pay tribute to in here. Every culture needs great translators to bring work across borders. Yeah. Toutes les cultures ont besoin de grands traducteurs, de façon à ce qu'on puisse avoir ces connexions les uns avec les autres. J'essaye d'y rendre hommage aussi dans le livre. Yeah. Like Dominique. Non. Nothing like Zeno est translating un books. passeur formidable dans le livre. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Dominique pour avoir été la voix d'Anthony. Merci infiniment Anthony d'avoir accepté notre invitation.
Je rappelle le titre de votre dernier livre, qui est apparu hier, qui s'appelle La Cité des nuages et des oiseaux, dans la traduction de Marina Borasso, qui fait un travail formidable, donc aux éditions Albin Michel, dans les grandes traductions, puisque c'en est une. Et peut-être, dernier mot pour conclure, Umberto Eco a écrit dans un livre dans un de ses livres, que s'il y avait bien une technologie qui résistait à tout, c'est le livre. Pourquoi ? Essayez, prenez, montez en haut d'un immeuble, prenez une tablette, un téléphone et laissez-le tomber. Vous ne récupérerez pas grand-chose. Vous jetez un livre du 6e étage, vous pourrez quand même le lire. Donc, vous avez raison, on peut traverser les époques, le temps et toutes les vicissitudes avec un livre. Et je pense que nous serons nombreux à traverser les temps qui viennent avec le vôtre. Merci Anthony Dor. Merci Pascal, merci Dominique, merci Francis, merci à vous. Alors, on va installer une petite table pour vous permettre de faire dédicacer les livres si vous le désirez. Je demanderai juste à ceux qui sont assis sur une chaise pliante de la replier sur le côté. On va essayer de faire le ménage. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Et on sentait qu'il y avait une vibration ce soir. There are many good Russian people who are being told the wrong story. Thank you, my friend. Thank you for being here. Thanks for coming. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Enchanté, moi aussi. Très content de vous rencontrer. Same, nice to meet you. What's your name? Sébastien. Okay. Sebastien. Yes. Merci beaucoup. Yes, nice to meet you. Nice to meet you. Bonne soirée. Au revoir. That's great. Did you see this is dedicated to you? Oh, good. Can you just have her name for me? Of course, of course. We are the only connected in this disconnected world. And Madeleine, yes, thanks. Madege. Yeah, yeah. Yes, I want I've connected you with Arrow. Yes. Thank you so much.